Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Pauline. Bonjour Joanne. Merci d'être venue. Je suis trop contente de te voir en plus. Bah ouais, moi aussi, ça faisait longtemps. Et puis tu vas pouvoir nous raconter une histoire que moi je ne connais pas non plus. Ah, je ne l'avais pas racontée. Dans des petites lignes, mais voilà. Je t'ai pas fait choisir d'ailleurs avant, je te maltraite, mais on a tellement discuté, que l'émotion en fait que tu as ressentie, tu sais, à chacun de mes invités, je fais choisir une émotion parmi un panel parce que ça donne plus d'idées. Mais si tu as une émotion qui te vient pour m'indiquer ce que tu as ressenti vraiment à la naissance de ton enfant, mais vraiment sur le moment ou les secondes, les minutes qui ont suivi, qu'est-ce que tu as ressenti en toi ? Alors, c'est pas vraiment une émotion, mais ou un mot. Moi, le mot, c'est souveraineté qui me vient. Ouais. Ah ouais, vraiment, j'étais... ça a fait appel quand même à une émotion quelque part. Hein, ouais, là, j'étais fière, je me sentais puissante en fait, la reine guerrière, quoi. Wow. Ouais. Bon, tu vas nous raconter ça. Donc ça, c'est toujours le petit spoil, mais voilà, tu vas nous raconter, dès le début, si tu veux nous raconter vite fait, grossièrement, qui est ta famille, et puis après, tu vas nous dire comment vous est venue l'envie, comment est arrivé cet enfant en toi, tout ça. Alors, donc ma famille, il y a mon compagnon, Pierre, notre fils, Raphaël, et notre chien, Perse, qui est techniquement notre premier enfant parce qu'on l'a eu avant Raphaël, et qui occupe aussi une grande place dans la famille. Voilà, ça c'est ma famille, mon noyau, et puis après, bien sûr, il y a les parents, les amis et mon frère. Le village. Le village, ouais. Trop bien. C'était surtout ma mère et mes amis proches. Ça a été ça mon village pendant le postpartum. Tu veux nous raconter comment cette histoire de... Alors on va compter Perse, donc de 3 à 4 est passée. Oui, en fait, alors je me souviens, c'est moi qui avais eu un désir d'enfant en premier. On n'avait pas Perse à l'époque et j'en parle un soir, j'en parle comme ça. En fait, j'y pense et du coup, le soir même, j'en parle à mon chéri qui est un peu tombé des nues parce que je n'avais pas abordé avant, j'avais pas... voilà, mais c'est un peu... je suis un peu comme ça, c'est des ça vient comme ça d'un coup. C'est un peu comme des envies de pisser, beaucoup de choses dans ma vie, donc... Et du coup, il était surpris. Il m'a dit, moi, là, pas dans l'immédiat. Il me dit, c'est vrai que je me projetais plus en mode schéma traditionnel. Alors, pas mariage, mais à l'époque, on louait un petit appartement. Et du coup, il m'a dit, moi, c'est vrai que je pensais qu'on allait d'abord acheter quelque chose ensemble, s'installer, être bien. Et après agrandir la famille. Faire le nid. Faire le nid, voilà. Faire le nid en premier. Et j'ai dit, bon, d'accord. Alors, en fait, c'était pas non plus un besoin viscéral à ce moment-là. Donc, je dis, ok. Et il s'est écoulé à peu près 1 an de mémoire. Et puis, moi, c'est vrai que ça m'était... ça m'était sorti de la tête, mais je dis, ok, c'est pas pour tout de suite. Et c'est lui qui m'en a reparlé. Et là c'est moi qui ai été surprise parce qu'on était justement dans les démarches pour alors moi j'avais acheté un petit appartement quelques années en arrière quand j'étais célibataire et j'étais dans les démarches pour le vendre
donc il fallait qu'il soit vendu pour qu'on achète une maison. Et du coup, j'étais plus du tout la tête là-dedans, donc ça m'a surprise. Et je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas. De toute façon, un enfant, un cododo, ça se met, enfin, même si... Enfin, au début, quand il m'a dit ça, je lui dis, attends, c'est moi qui réfléchis. Donc j'ai fait mon tour de bocal pendant 24 heures. Après, je lui dis, bon, bah ok, j'arrête la pilule. S'il arrive avant, bah tant mieux, on lui fera de la place dans l'appartement. Et puis s'il arrive après... Dans un coin de ma tête, j'étais quand même convaincue que ça allait prendre un moment parce que ça faisait 16 ans que j'étais sous pilule. Et à l'époque, je me souviens très bien, quand j'avais commencé la pilule, la gynéco de ma mère l'avait prévenue en lui disant « Elle est jeune, j'avais presque 15 ans, pas encore. Elle est jeune, il se peut qu'elle ait des problèmes pour concevoir plus tard, après des années de pilule. » Donc moi c'est vrai que du coup j'avais beaucoup de parcours autour de moi où c'était alors où ça arrivait naturellement mais c'était minimum 6 mois quand même. Alors, j'avais aussi d'autres parcours où elles arrêtaient, elles tombaient du jour au lendemain. C'était juste avec cette histoire de pilule qu'il avait dit que c'était possible que ouais, la gynéco nous avait la gynéco de ma mère qui était du coup ma gynéco quand j'étais ado avait dit le fait que voilà qu'elle prenne parce que bon bah là elle a 15 ans, si elle veut un bébé à 30 ans, ça fera 15 ans de pilule. C'est possible que ça mette un peu de temps. Enfin, je sais plus si elle avait des difficultés ou elle avait mis que ça mette du temps. D'accord. Voilà, pour que le cycle revienne, etc. Et effectivement, donc j'ai fini ma plaquette, j'ai eu mes fausses règles, et puis plus rien. T'as plus de règles? Plus de règles, plus de cycle, plus rien. Alors bon, au début, zéro affolement. Je me suis dit, c'est normal, mon corps, il sait plus comment faire, en fait, naturellement. Donc, on va lui laisser le temps. Donc, j'étais déjà très branchée tout ce qui est naturopathie à l'époque. Donc, j'avais déjà une hygiène de vie très saine, mais là, j'ai fait encore plus attention. J'ai fait, comme l'automne arrivé, j'ai fait une détox. J'ai un peu regardé les compléments alimentaires en Ayurveda pour un peu booster le cycle. Et, tu voulais préparer ton corps, faire un joli petit nid aussi à l'intérieur. C'est ça, mais toujours pas. Et donc au bout d'un moment, je crois au bout de 6 mois de ça, j'en parle à ma gynécologue qui me dit bon, pour l'instant ça vole pas. Moi, on va quand même aller regarder, faire une échographie, faire une prise de sang, bilan hormonal. Et en fait, on se rend compte que mon cycle est sur pause depuis ces fausses règles, en fait, que j'ai toujours pas... que je n'ovule pas, que le corps est sur pause. Et ça se voyait même physiquement, en fait. Tu sais, on prend du poids, on mincit, il y a toujours un peu... variation, voilà, il y a toujours 1 ou 2 kilos qui fluctuent pendant le cycle. Et en fait, moi, juste après mes règles, c'est le moment de mon cycle où on va dire je suis la plus mince, entre guillemets, quoi, drainée, machin. Et effectivement, mon corps était... alors, c'était... mis à part ça, c'était assez chouette comme période parce que je mangeais grosso modo ce que je voulais et je grossissais pas. J'étais revenue à mon poids d'ado et j'étais contente, mais bon, en même temps, je me dis, si c'est pour ce prix-là, en fait, non, ça me va pas, quoi. Et donc, commencent un peu les examens, un peu pour explorer un peu tout, le pourquoi du comment. Et donc, bilan hormonal beaucoup plus complet. Je fais aussi une hystérosalpingographie qui m'a fait extrêmement mal. Mais j'ai été... vraiment, l'équipe a été au top. Je me rappelle, c'était deux femmes. Elles ont été vraiment... Tu expliques le but de la... C'est pour vérifier si les trompes ne sont pas bouchées. Donc, en fait, on injecte un liquide de contraste. Et en même temps, on fait... il me semble que c'est une radio, en fait. Donc pour voir justement s'il n'y a pas de problème au niveau de l'utérus, si les trompes ne sont pas bouchées, etc. Et en fait, au moment où on injecte ce liquide de contraste, ça fait extrêmement... Enfin, ça déclenche, en fait, l'utérus se contracte. Donc en fait, ça fait des contractions. Et quand on n'est pas préparé à ça, quand on est nullipare, c'est vrai que... Enfin, quand on n'a pas eu d'enfant encore... Voilà, mais après... On t'avait expliqué quand même que ça pouvait donner des contractions ?
J'ai pas le souvenir. Ouais. J'ai pas le souvenir. Et non, on m'avait pas expliqué, c'est ça. Et c'est pour ça qu'après, je me suis fait un peu un devoir à toutes mes copines qui allaient en faire, de les prévenir, de leur dire ça peut. Enfin, je disais bien ça peut faire Tout mal. à fait, t'avais Parce raison. que j'ai une amie qui est. Enfin, je connaissais des personnes qui sont atteintes d'endométriose qui m'ont dit en fait, c'était supportable. Voilà, c'est vraiment personne dépendante et voilà, mais ça peut faire mal. Donc voilà, j'étais pas prévenue, donc ça m'a j'étais un peu secouée quand je suis sortie, mais heureusement qu'elles ont été très, très englobantes, les personnes avec qui j'étais. Et puis mon compagnon est venu me chercher à la sortie parce qu'on te dit de pas, comme tu peux faire quand même un malaise après, il faut bien que quelqu'un vienne te chercher, tu prends un jour de repos, mais après le lendemain tu peux retourner bosser. Moi le lendemain, même en fait quand l'examen s'est terminé, j'ai plus de douleur. J'étais juste un peu groggy, un peu surprise bien sûr. d'avoir ressenti ça. Et bref, donc au bout d'un moment, ma gynéco voit ses limites et me dit on va quand même... Enfin, elle me dit je vais parler de votre dossier parce qu'elle fait partie du comité de la PMA. Je vais quand même parler de votre dossier en PMA parce qu'elle voyait, enfin vraiment, mes hormones étaient dans les choux. Et puis, moi, je commence à m'affoler parce qu'elle commence à me parler de me poser une pompe à LH. C'est quoi ? C'est une pompe comme pour les diabétiques, en fait, donc qui relie que tu gardes à ton corps et qui t'envoie de la LH, des hormones, en fait. Ouais. Donc, moi, ça a commencé à vraiment me peser et puis à m'affoler un peu. Et elle me dit, mais bon, avant de faire tout ça, on va tester monsieur quand même. Donc du coup, mon compagnon fait un spermo, un premier spermogramme, il en fait un second pour confirmer, et il s'avère que lui, de son côté aussi, il avait un souci. Alors, j'ai eu le sentiment très égoïste d'être soulagée à ce moment-là, de me dire ça ne vient pas que de moi. C'est pas rare d'avoir ces sentiments-là. On est dans la même galère, mais vraiment pour le coup, tous les deux. C'est ça. Et en même temps, je me dis... Comment dire ? Je commençais un peu à prendre ça en charge, ces émotions, en me disant j'espère que... Je sais pas comment il va l'accueillir, parce que pour les hommes, ça peut être connotation de... Déjà, moi, en tant que femme, je me sentais atteinte dans ma féminité. Ouais. Alors je me dis, est-ce qu'il va se sentir atteint dans sa virilité et tout, machin. Et en fait... Bah alors, c'est passé. Il a accueilli le truc. Bon, après, c'est l'éducation aussi. Les garçons, ça pleure pas, etc. Il a accueilli le truc. Il a dit, bah écoute... Bon, c'est comme ça, quoi. Et de là, en fait, elle nous a dit, bon, maintenant, ça part en PMA, en fait. Ouais, forcément, ouais. Et je lui ai dit, mais si moi, mon cycle revient, est-ce qu'on peut quand même avoir un enfant naturellement ? Et vraiment, là, je me rappelle, elle m'a fait... peu, vraiment peu. Donc, bon. Et quelque part, ça m'a soulagée qu'elle me dise qu'on aille en PMA, parce que je me dis, ok, on a une solution. C'est pas ce qu'on voulait, c'est pas l'idéal, mais on a une solution et ça va le faire, on va avoir un enfant avec l'aide de la science, quoi. Et donc là, ça faisait... Quand on a su qu'on partait en PMA, ça faisait 1 an qu'on avait décidé d'avoir un enfant. Et comme j'ai... je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai des amis qui bossent à la PMA, voilà. Du coup, j'ai eu un rendez-vous. On dira pas où et tout ça, du coup. Voilà, j'ai eu un rendez-vous un peu plus tôt. Voilà, j'étais pistonnée. On fait la première... Mais d'abord, on fait la première réunion avec tous les couples au centre de PMA. Et donc, avec la biologiste, le médecin et la psy. Et donc, c'est très bizarre comme truc parce que tout le monde arrive un peu en s'évitant du regard. Enfin, c'est vraiment... C'est en même temps... Bonjour, vous galérez, bienvenue. C'est très particulier, ce truc un peu collectif. T'espères pas croiser des gens que, même si c'est pas honteux, c'est un peu... c'est hyper intime comme moment. T'as juste pas envie de croiser des gens que tu connais. Et bon, il présente le truc. Bon, alors moi, de toute façon, à l'époque... j'étais technicienne de laboratoire en analyse médicale, j'ai fait des études de biologie, donc je comprends tout. Au contraire, moi j'ai besoin qu'on m'explique les choses, donc c'est hyper limpide pour moi, hyper clair. Ok, c'est dans ma tête, j'ai compris comment ça fonctionne. On écoute tout le monde parler. La psy prend la parole
Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle, donc je me dis, ok, moi je vais prendre rendez-vous avec elle parce que je pense que je vais avoir besoin de me faire accompagner sur... Ouais, t'as senti ça, ouais. Ouais, sur ce chemin-là, et j'aimais son approche sans filtre, en fait. Je veux dire, moi, droit au but. Ouais, voilà, droit au but, vraiment en mode, si vous avez besoin, moi je suis là. La PMA, c'est dur pour les couples, il y a des couples qui se séparent en PMA. Ouais. Si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit... Et donc voilà, du coup, elle m'a accompagnée pendant tout le parcours parce que j'avais aussi des vieux démons à exorciser par rapport à un ancien trouble du comportement alimentaire, et j'avais peur que ça soit un frein, que ça s'est créé une barrière mentale par rapport au changement du corps, en fait. J'étais très lucide par rapport là-dessus, on a exploré ça ensemble, et puis un peu, enfin voilà, Super. Je me suis dit, il y a une raison, en fait. Ton corps te parle, si tes règles reviennent pas, parce qu'après, elles sont revenues. Oui. Voilà, mais après la naissance de Raphaël, elles sont revenues, et puis elles sont au rendez-vous tous les mois. Voilà. Salut. J'étais intimement convaincue que je suis quelqu'un qui somatise beaucoup, et qu'il y avait quelque chose, et qu'il fallait que je le trouve. Bon, je l'ai pas trouvé à ce moment-là. Je l'ai toujours pas trouvé, en fait, mais bon, comme c'est revenu, je... Mais est-ce qu'on peut imaginer que tout le travail que tu as fait, plus le fait de voir que ton corps avait permis la naissance d'un enfant, fait que, oh, il marche bien ton corps et les règles reviennent? Ouais, je pense aussi. Il n'y a pas vraiment un tout petit truc, mais je crois que c'est le chemin, peut-être, non? Et l'allaitement aussi. Ça m'a vachement... de comprendre que ton corps est capable de faire tout ça. Moi, ton corps fait des trucs de fou. Allaiter, c'était important pour moi. J'avais besoin de me réapproprier cette chose naturelle parce que la grossesse... Enfin, j'étais pas tombée enceinte, entre guillemets, naturellement. Ouais. Et j'avais besoin de me réapproprier ça. Et en plus, j'étais persuadée jusqu'au dernier moment que limite, j'aurais pas de lait alors que j'aurais pu nourrir une crèche. J'en avais même trop. Mais en même temps, je me suis stimulée avec des tisanes d'allaitement. Enfin, ça, on en reparlera. Mais voilà. Et en fait, oui, je pense que voir le fait que j'ai pu allaiter mon fils sans souci, que... Enfin, cet accouchement aussi dont on va parler, ça m'a aussi réapproprié mon corps. Enfin, voilà, ça a été... tu t'es rendu compte, tu m'étonnes que tes règles, elles reviennent. En fait, tu t'es rendu compte que ton corps, il avait une puissance phénoménale de pouvoir donner la naissance à un enfant et de pouvoir lui permettre de survivre grâce à quelque chose que tu produis toi. C'est ça. Oh, ouais, c'est sûr. Les règles, elles ont fait « Ok, c'est bon, on arrive !» C'est ça. Plus, je m'étais vachement, à l'époque, quand à cette époque-là, je m'étais vachement renseignée sur le féminin sacré. J'avais lu beaucoup de livres là-dessus. Et du coup, même si j'avais pas de cycle, je le vivais au travers de la lune, en fait. Et j'essayais de trouver des repères dans la nature, en fait. Et en plus, on avait... parce que alors, je me rappelle plus. Ouais, juste quand on rentre en PMA, on avait aménagé dans la maison. On avait trouvé notre maison. On a pris notre chien. Donc, du coup, je faisais beaucoup de promenades dans la nature. J'avais besoin de cette connexion à faire des câlins aux arbres. Mais à faire... Tu voulais compenser une espèce de cycle que tu n'avais pas ailleurs, de le trouver en harmonie avec... Ouais, je pense que j'avais besoin de trouver du réconfort aussi. Je faisais beaucoup de cercles de femmes à ce moment-là. Ça m'aidait beaucoup. Et après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu plusieurs fois où, entre guillemets, on m'a reconnue. Et quand on débute d'un cercle de femmes, on te dit « Ah, mais je te suis sur Instagram », ça te bloque complet. Oui. Toi, t'as envie d'être en mode... De pouvoir libérer, de déposer ce que t'as déposé. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, à cette époque, c'était chouette. Et donc, on rentre en PMA. Pareil, je prépare mon corps à gogo. C'était en janvier. Premier protocole, ça va pas jusqu'au bout en fait. Je fais pas assez mes ovaires arrivent pas à être stimulés. Donc on arrête avant la ponction d'ovocytes parce que nous on était parti sur un protocole FIV avec ICSI. Donc c'est en fait l'idée donc c'est de stimuler ton corps pour que tu produises un max d'ovocytes, ensuite de te les ponctionner. Moi j'avais demandé anesthésie générale. Monsieur, lui, c'est un prélèvement par voie manuelle de lui-même. Voilà. Autonome, mais quand même dans le centre, le jour même. Sûr.
Et en fait, après eux, ils prennent avec une aiguille microscopique, ils prennent un ovocyte, ils prennent un spermatozoïde et puis ils le mettent dedans. Et ensuite, après, ils attendent entre 3 à 5 jours, le temps que ça se divise, ça fasse un blastocyte. Et après, pour voir que c'est viable. Enfin, voilà. Tout à fait. Et après, au bout de 3 ou 5 jours, ils font ce qu'ils appellent un transfert d'embryon. Et donc, la sécurité sociale prend en charge 4 tentatives, mais 4 tentatives complètes, c'est-à-dire de la stimulation jusqu'au transfert d'embryon. D'accord. Donc là, on arrête avant la ponction. Donc c'est considéré... Ça compte pas, en fait. Ça compte toujours comme la première tentative. Mais en mode warrior, je dis elle me dit je dis on recommence le mois prochain. Il faut savoir que alors le truc très très bizarre, c'est que pour faire cette stimulation, il fallait que j'ai un cycle de nouveau. Donc le mois d'avant, j'avais dû reprendre la pilule pour avoir un faux cycle, en fait. Vraiment, le truc, c'est là tu vas avoir un enfant et tu prends la pilule, quoi. C'est un peu de la sorcellerie quand même ce qu'ils font, mais bon, tu dis allez, je go confiance, mais ouais, c'est fou. Ouais, c'est particulier. Les injections me posent pas de problème, étant donné que j'étais dans le milieu médical, je me les fais moi-même. Je ressens pas le besoin que Pierre le fasse, au contraire, je préfère garder ce moment-là pour moi dans la salle de bain. Voilà, ça se passe bien. Je vis plutôt bien la stimulation ovarienne. Alors je suis fatiguée, mais par contre j'ai des seins énormes et j'ai une libido au taquet. Donc ça me va, voilà. Et là, la deuxième fois, ça marche. Voilà. Tu sais que ça va être dans le spoil, ça va être dans le petit extrait. J'assume. Mais ce qui est fatigant aussi, c'est que tous les 2 jours, il faut que tu fasses prise de sang et échographie pour contrôler que la stimulation fonctionne bien. Donc voilà, ça va. Après, tu comment dire, tu peux prendre tes rendez-vous sur ton temps de travail et tout. Alors, moi, je veux pas forcément que ça se sache au boulot. Alors, mes collègues proches sont au courant parce qu'à l'époque, on était une équipe, on était très, très proches les uns des autres. Mais comme j'ai un boulot où je bosse soit du matin, soit d'après-midi, en fait, j'arrive facilement à conjuguer ça. Et quand bien même, des fois, ça tombe, ça va, on s'arrange entre nous. Et mes deux responsables sont aussi au courant et sont très contents pour moi et me soutiennent. Donc ça fait du bien aussi d'avoir cet appui, ce soutien-là. Le soutien, c'est la base. Ouais, c'est clair. Et donc là, ça fonctionne. On va jusqu'à la ponction. Donc là, la ponction, ça tombe un vendredi. Donc bon, le vendredi, t'es arrêté. Après, t'as tout le week-end pour te reposer. Et là, c'est pareil. Deuxième... déconvenue dans le sens où j'étais pas préparée mentalement en fait. Déjà donc on fait une dernière injection 36 heures avant pour en gros que tous les ovocytes se maturent un peu pour après les collecter. Donc l'opération en elle-même se passe très bien, c'est 15 minutes, voilà. Je me réveille de l'anesthésie générale, nickel. Par contre, j'ai extrêmement mal les jours suivants. Je passe vraiment le week-end... Alors, la première ponction, non, parce que je m'écoute pas. Donc, en fait, j'essaye de bouger, mais j'ai mal, en fait. Et j'ai vraiment mal. Alors, on m'avait prescrit, je crois, genre du Doliprane et du Spasfon. Mais ouais, je le vis pas bien parce que, j'ai vraiment ce corps endolori. En plus, les hormones m'avaient fait vraiment gonfler. Genre en 24 heures, j'avais pris 3 kilos qui étaient de l'eau, mais j'avais ce rapport au corps à l'époque qui était déjà un peu compliqué. C'était toujours un peu limite. Voilà, ça pouvait... C'était limite pas terrible. Et donc, je me sentais comme une petite chose abîmée. C'était pas super dans ma tête. Et du coup, 3 jours après, on fait le transfert. Et là, c'est pareil aussi. Le transfert, c'est un poème. Hein. Donc, tu arrives au centre de PMA. Alors, peut-être qu'on nous l'avait dit, mais en tout cas, moi, je m'en souvenais plus. Donc déjà, donc tu te mets sur un fauteuil gynéco, donc nu en bas.
Donc, tu as quand même ton compagnon avec toi, bon, qui t'a vu normalement. Hein, voilà, ça, ouais, mais pas forcément dans ce genre de position non plus. Ouais. Ouais. Donc, tu as ton compagnon, tu as la gynéco qui est de faire le transfert, et derrière une fenêtre, tu as la biologiste. Donc, c'est génial. Enfin, c'est fou. Niveau intimité, voilà, c'est pas top. Ça manque un peu, ouais. Il y a beaucoup de femmes avec un parcours comme le tien qui disent en fait tout le monde m'a vu à poil et dans des situations pas possibles. Je veux dire, tout le monde, en gros, j'ai plus d'intimité, j'ai plus rien, quoi. Je crois qu'il y a une maman qui m'a dit moi je vais chez le dentiste, limite je me mets à poil direct parce que. C'est Marine, j'ai écouté ça. Ah oui. Mais ouais, non, c'était. Alors, moi, la pudeur, ça a été à l'accouchement que je l'ai plus du tout. Ouais. Mais là, j'étais encore. Et puis en plus, t'as la biologiste qui est avec la canule et qui te dit vous en voulez un ou deux. J'étais pas au courant que je pouvais choisir le nombre d'embryons qu'on allait me transférer. Et ça se décide comme ça sur l'instant? Alors, t'es là, du coup, tu regardes ton mec, et c'était, tu sais, bref, à l'époque, c'était, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, la biologiste te regarde, la gynéco te regarde, toi, t'es nue, t'étais super. C'est hyper... Bon, bah, mettez les deux. C'est hyper gênant. Ouais, c'est super gênant. Mettez les deux, parce qu'elles te disent, bon, bah, il y a plus de chances qu'il y en ait un qui s'accroche. Et donc, ils mettent les deux, et je me souviens... Moi, je crois pas que c'est le jour même. Enfin, c'était dans les. Et après, tu attends, donc elle transfère les deux. Par contre, j'ai aimé ce geste que elle passe. En fait, c'est ton compagnon ou ta compagne. Enfin, c'est la personne qui avait le coparent. Elle lui a fait injecter les embryons. Allez. Tu vois, pour un peu accompagner ce geste en fait. Non, je dis des bêtises. C'est lui qui tenait la sonde de l'écho. D'accord, voilà, ok. C'est elle qui a fait le geste. Ouais, parce que ça, j'avais pas entendu. Ouais, ok. Pour qu'il y ait quand même un geste, un lien qui accompagne et tout. Et après, tu sors. Je me rappelle, je marchais avec des pas minuscules. Tu t'es senti comment au moment où tu t'es dit, ouais, ça y est, dans mon corps, potentiellement justement, ça a été une grande zone de flou. En fait, on te dit, reprenez une vie normale. Alors, en fait, mais par contre, évitez de faire un saut en parachute ou de faire 120 km en bagnole ou de faire, ok, bah, du coup, je fais comme si j'étais enceinte. Non, vous n'êtes pas enceinte. Mais reprenez une vie normale et faites attention. Et en fait, t'es dans le flou artistique comme ça pendant 15 jours, le temps de faire la prise de sang. Et j'étais allée à un cercle de femmes à ce moment-là et j'avais déposé ça. Et il y en a une qui m'a dit, tu portes la vie. Tu portes la vie. Voilà, dis-toi que tu portes la vie. Et j'avais trouvé ça très beau et je me suis accrochée à cette idée-là. Et je pense qu'il dit ça pour éviter que tu sois extrêmement déçu si jamais. Mais en fait, ils t'ont injecté des embryons qui sont potentiellement viables. Donc oui, je suis d'accord avec elle en fait. Et je me rappelle d'ailleurs des mots de la psy et c'est ça qui m'avait fait déclencher la prise de rendez-vous avec elle, c'est qu'elle avait dit bon, on va arrêter avec ce lâcher-prise qu'on nous bassine. Ah ouais, c'est nul ça. C'est bon, je pense qu'avant d'arriver en parcours PMA, tout le monde vous a dit c'est dans la tête, il faut lâcher prise. Ah putain, c'est nul ça. En PMA, vous pouvez pas lâcher prise. En fait, vous pouvez pas lâcher prise sur le comment parce que vous avez des injections, vous avez un protocole. Surtout la toute dernière injection, il faut qu'elle soit faite genre à telle heure précisément parce qu'il faut que ce soit 36 heures pile avant l'intervention. Là où il va falloir lâcher prise, ce qu'elle disait, c'est sur le quand. Voilà. Et en fait, voilà. Et du coup, je passe ces 15 jours en mode, bon, confiante quand même. Je me suis dit, bon. T'as trouvé ça long ? Ouais, voilà, j'ai préparé mon corps. Ça fait 2 mois que je bois plus d'alcool, que je mange hyper sainement, j'ai une super hygiène de vie. T'étais en confiance, t'étais en confiance, mais est-ce que t'as trouvé ça long ? Je médite. Oui, c'était long. Ouais. Ah oui, tu comptes les jours. Mais voilà, je médite, j'écris, enfin voilà, et tout. Et en fait, je devais faire la prise de sang le lundi et le vendredi, hémorragie. Ouch. Et donc, j'appelle le cabinet gynéco. Ils me disent non, il faut quand même faire la prise de sang, la bêta-HCG lundi. Je dis non, mais là, on est d'accord que. Elle me dit oui, mais c'est le protocole, il faut quand même faire la prise de sang. Donc le vendredi soir, on avait une soirée, j'arrive, du coup j'ai dit non, je vais me mettre une mine là en fait. Voilà. J'ai besoin un peu, c'était pas très très gai comme moment. Le lundi, je fais la prise de sang, je savais très bien que ça allait être négatif.
Et donc, dès que ma gynéco a les résultats, elle me rappelle et elle me dit est-ce qu'on repart sur un protocole le mois prochain. Je lui dis non, là j'ai besoin de faire une pause. Là, ça fait un protocole qui n'a pas fonctionné. De déception. Et un deuxième, et voilà, qu'on enchaîne. Ouais. Je fais là, non, j'ai besoin de faire une pause. Et en fait, je lui dis ça, on est début mars 2020. Ah oui. Voilà. Et mars 2020. Voilà. Et juste après, du coup, Covid, confinement. En fait, ça, finalement, cette espèce on a vécu quand même une période très très bizarre. De mise en pause, ouais. Alors moi, je n'étais pas mise en pause comme j'étais dans le médical. Moi, je continue à bosser, aller bosser. Mais c'est tellement omniprésent comme information qu'en fait, ça me fait déconnecter de ce qui s'est passé. Je profite aussi des temps de repos à la maison pour prendre du temps pour moi. Il n'y avait que ça à faire, quoi. Donc voilà. Et en fait, on commence à être... Donc, on est déconfiné. J'apprends que la PMA a repris les protocoles, qu'ils accueillent pour l'instant pas de nouvelles patientes, mais que pour les patientes en cours, ils reprennent des protocoles. Ouais. Je me sens de nouveau prête. Je check avec Pierre qui me dit moi, de toute façon, je te suis. Hein, donc, et du coup, je l'appelle et on refait un protocole en juin, du coup. Là, par contre, je le prends, mais... Alors, pas en dilettante, mais... Enfin, je suis en application sur mon protocole, mais par contre, pour le reste, on est en mode déconfinement. Tu mets moins de pression. Voilà. Ouais. On n'a pas vu nos potes, on sort, on se profite. Ouais. Donc, on fait l'opération. Là, pour le coup, j'étais bien préparée. Je prévois un week-end à ne rien faire. Tisane de framboisie à gogo, Netflix, chill, cookies, je dis c'est pas grave, voilà, donc ça se passe beaucoup mieux. Cette fois on me fait un transfert d'embryon à J+5 et on me dit... Alors on explique en fait J+3 c'est voilà, mais J+5 c'est un petit peu plus sûr que ce soit les embryons qui tiennent. Ouais, voilà. Mais il y a, en fait c'est un peu un coup de poker, c'est que J+3 tu as un blastocyte, tu peux le laisser encore 2 jours in vitro, mais il y a des chances pour que le blastocyte, c'est pas son environnement, quoi, pour que le blastocyte en fait meure. D'accord. Donc voilà, c'est un peu un coup de poker, c'est que J+5, si le blastocyte reste, il y a quand même plus de chances qu'il accroche. Et là, elle me dit, voilà, on a 2 embryons, un beau et un pas beau. Donc elle m'a dit, là, et on n'en a pas d'autres en fait, donc il n'y a pas de congélation possible ou quoi que ce soit. Elle m'a dit, le pas beau entre guillemets, je peux pas le congeler, il va pas survivre. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous mettre les deux. Après bien sûr c'est toujours vous qui décidez, mais et on verra. Voilà. Je suis ok, on met les deux. Cette fois je suis seule. Pierre pouvait pas venir parce que protocole Covid. Ça t'a manqué ou t'étais en mode warrior? Ouais. Non, j'étais bien. Au contraire, c'était plus. Voilà, c'était. Là, moins de pression ou plus autonome ou... Là c'est moi qui ai tenu la sonde d'échographie du coup. J'étais toute seule et puis voilà, ça s'est bien entre passé. Femmes. J'ai dit, voilà, entre femmes. Et elle me dit ok, un petit cercle de femmes. Et du coup elle me met les 2 embryons. Et pour te dire, la veille du transfert d'embryon, j'étais en train de... à quel point j'ai bu... Non, je dis des conneries. On fait le transfert. J'étais avec des copines, elle avait eu le transfert d'embryon. Là, elle me dit, toujours pareil, t'attends 15 jours. Pour te dire, la veille de faire le test de grossesse, j'ai bu un verre de rouge et j'ai fumé une clope, j'ai dit, je sais pas. Comme tout le temps que je sais pas, pour l'instant, tellement j'étais comme détente. Je suis pas au courant, donc pour moi... C'est ça. Toutes mes copines, à qui c'est arrivé naturellement à culpabiliser de s'être pris une mine une semaine avant, je dis, voilà, moi je ne sais pas. Après tout, t'as fait comme font les gens avant de savoir qu'elles sont enceintes. Elles sont enceintes et ils disent pas, il se passe, voilà, ça m'est arrivé. C'est ça. Bon, après, j'ai bu un verre de vin, mais bon. Et j'étais vraiment en mode, voilà, détente. Forcément, j'espérais, mais plus... j'avais déjà une déception, je préfère pas me projeter. Et donc, je fais ma prise de sang. C'était un jour où je travaillais pas. Et oui, surtout que, en fait, quelques jours avant, j'avais eu des petites pertes marron. Ah oui. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit,
j'y crois pas en fait. Enfin, c'est pas bon signe. J'étais en pleurs dans les toilettes et tout. Et après, ça s'était arrêté. Je fais ma prise de sang. C'est du vieux sang, ça on dit en général. Ouais, c'est ça. C'est mieux que le rouge. C'est ça. Et la technicienne me dit, des fois c'est bon signe au contraire. Je trouve aussi, ouais. Et je lui ai dit, ouais, non, mais me dis pas, on verra. Donc je fais ma prise de sang le matin. Et le midi, je mangeais avec 2 copines. Et mon chéri m'avait dit, attends-moi avant d'ouvrir les résultats. Sauf que je reçois à 13h, je vois que j'ai le mail des résultats. C'est trop long. Il rentrait genre à 17h ou à 18h. Trop long, trop long. Donc je me concentre sur les restos. Voilà, on finit, je rentre à la maison, il était 15h. Je tournais en rond, je pouvais pas. J'étais une pile électrique, je n'arrivais pas à me sortir de la tête. J'ai dit bon, tant pis, frotte. J'ouvre et là je vois que c'est positif et là je pleure, je dis merci au ciel. Par contre, je tiens ma promesse de n'appeler personne en fait, de pas le dire à ma mère, de que ce soit lui le premier prévenu. Il est rentré, il a eu ma tête, il a dit bon, il me dit c'est positif. Non, parce que il arrive, j'avais un sourire à la banane, je dis je me suis pas retenue. Et il dit bon, c'est positif. Donc super contente. Tu dois quand même, une semaine après, refaire un test pour voir si les bêta-HCG ont bien augmenté. Ouais. Bon, là, il me dit, bon, là, c'est bon, tu peux m'envoyer un texto pour me dire... Parce qu'il voulait le savoir en face. Il voulait pas que je l'appelle ou que j'envoie un texto. Il dit, bon, la deuxième prise de sang, j'ai les résultats assez rapidement. Je vois que c'est bon, ça augmente. Donc, super contente. Je fais quand même très attention les 3 premiers mois à pas porter de charge lourde, à pas... voilà, à faire super gaffe mais on en parle quand même, tous nos copains, nos amis proches étaient au courant qu'on était en parcours de PMA, donc tout le monde sait que j'étais enceinte, donc tout le monde est content pour nous et tout, mais je le cache sur les réseaux sociaux, tant bien que mal, parce qu'entre la progestérone plus j'avais des fringales, j'ai pris pas mal de kilos le premier trimestre. Je crois que j'en ai pris 7 les 3 premiers mois. Et après ça va, je me suis mis 1 par mois. Mais par contre je suis tombée, alors ma gynéco ce n'était pas un sujet, ma sage-femme ce n'était pas un sujet. Parfait. Bon, tu les perdras plus tard, c'est bon, on s'en fout. Pour te dire, ma gynéco m'a même pas fait le test du diabète. Voilà. Ouais. Elle m'a dit, t'as pas d'antécédents, tu veux le faire? Je dis, pour savoir ce que c'était, comme je bossais dans le médical, je dis non, si je peux éviter, ça va. J'étais une des seules de mon entourage à pas le faire. Ouais. Elle m'a dit, bon, on le fait pas. Ok, on le fait pas, ça me va très bien. Faire un test postprandial, une prise de sang avant petit-déj, un gros petit-déj, et une prise de sang après. C'est du glucose liquide que tu bois. En fait, pour faire pour donner une idée, on peut faire déjà ça. Voilà, et après... éventuellement, si les résultats sont, tu vois, de faire ce... Ouais. Mais bon, ça, après, moi, je ne suis pas du médical, donc ce n'est pas un conseil, et ce n'est pas du tout, mais je sais que ça se fait. Voilà. Donc voilà, la grossesse se fait. Donc voilà, le 3e... J'attends la fin du 1er trimestre, pour l'annoncer sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça commençait un petit peu à se voir. Et, du coup, qu'est-ce qu'il en a été du beau, du moche et, parce que j'ai pas aimé être enceinte, du tout. Non, par rapport au... Elle en a mis 2, du coup. Ah oui, on sait pas, il y en a un des 2 qui a pris, mais on sait pas lequel. Voilà. C'est ça, de toute façon on peut pas savoir. Ouais. Voilà, mais donc du coup il y en a un pour... Parce que moi je connais la suite, mais pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Ouais. Elle m'a fait une échographie je crois 3 semaines, un truc comme ça, vraiment, donc j'ai entendu le cœur qui battait et tout, mais elle me disait, voilà, elle me dit, tu vois là le sac là, donc non, c'est pas ça l'embryon, c'est le grain de riz à côté. C'est ça. Et pendant 1 seconde, on a entendu le battement du cœur, elle me dit, parce que sinon ça fatigue, on va surtout pas machin. Ouais. Enfin, ça peut fatiguer l'embryon. Et donc voilà, elle part en vacances. Moi, du coup, c'est une autre sage-femme qui prend le relais pour me faire l'écho de datation et le suivi. Et après, c'est ma gynéco qui a repris, je crois, au 2e trimestre, à 4 mois, c'est elle qui a repris, qui me faisait les rendez-vous mensuels. J'ai été arrêtée très vite parce que dans mon métier, j'étais beaucoup debout et j'ai eu très vite des douleurs au niveau des... Je crois que c'est les ligaments, là, sur le côté des hanches. Puis j'étais amenée à porter des charges lourdes. Elle m'a dit non, c'est une grossesse qui est précieuse, donc
Elle me dit, alors je peux pas t'obliger à t'arrêter, mais si t'es ok, moi je préférerais que tu passes cette grossesse dans le calme. Donc je dis bon bah ok, go. Et du coup, tu m'as dit un truc important. Tu m'as dit, t'as pas du tout aimé être enceinte, par contre. Non, j'ai pas du tout aimé me sentir diminuer de mes mouvements en fait, parce que du jour au lendemain, comme j'avais tellement peur que ça accroche pas, j'ai arrêté le sport alors que j'en faisais beaucoup. Et puis le corps qui change forcément, c'était pas voilà. Et puis j'avais je me rappelle, j'avais des décharges électriques dans les jambes au moment de dormir. Ah oui. J'ai eu des remontées acides. Enfin voilà, tout le 8e mois, j'ai eu une sciatique qui m'a fait ultra mal. Donc ouais, non, c'était pas... Pas une partie de plaisir. Ouais, et puis... alors c'était sympa de le sentir bouger, mais les apéros, tu t'ennuies, quoi, tu vois. Enfin, t'as tout le monde qui... Tu t'es là avec ton Perrier Rondelle. Voilà, c'était pas... Moi, j'avais hâte qu'il naisse. Après, j'étais... Et je le disais, au tout début, j'arrivais pas à le formuler. J'aimais pas être enceinte. Et un jour, on va à l'anniversaire d'une amie très proche. Et je croise une copine que j'avais pas vue depuis longtemps. Et elle le voit dans mon regard. Elle me dit, tu sais, Pauline, c'est ok de pas aimer être enceinte. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas être enceinte. Et ça m'a enlevé un poids. Ah ouais. Je dis merci. J'avais tellement de... Parce que j'avais d'autres copines qui étaient enceintes autour de moi. Elles avaient le glow. Ouais, c'était machin. Et moi, je me disais, mais... Enfin, je l'ai tellement voulu et là, ça me saoule en fait. Donc, ça n'enlevait rien à l'amour que j'avais pour ce bébé. Est-ce que ça te faisait un petit peu de culpabilité ou pas? Je culpabilisais beaucoup. Alors, je lui écrivais des lettres en disant... tu es pour rien. Voilà, tu es pour rien, c'est les émotions de maman, etc. Et puis, si à 4 mois et demi, on a une grosse frayeur, j'ai perdu beaucoup de sang. Ah ouais. D'un coup. Et en fait, c'était pas grand-chose... C'était un petit vaisseau au niveau du vagin qui avait pété, en fait, mais c'était quand même assez hémorragique. Mais le col était bien fermé, rien. Mais pendant une après-midi, on a eu un gros ascenseur émotionnel. Ouais, ça peut beaucoup saigner, ouais. Et à ce moment-là, en fait, Pierre s'est vachement coupé de ses émotions, en fait. Il s'est plus du tout projeté, en fait. Alors, il a été là, il a fait l'atelier de portage avec toi, il était là, il était content d'aller aux grosses échographies 2e et 3e trimestre. Mais on le dit beaucoup, ils se sentent pas père tout de suite et lui il se sentait pas père du tout, quoi. Enfin, il a fait la chambre, il a machin, mais je le voyais qu'il se projetait pas émotionnellement là-dedans, en fait. Je pense que c'était son moyen de se protéger, en fait. Et il me posait très peu la main sur le ventre, en fait. Tu vois, typiquement, il lui a pas parlé du tout. Ouais, mais c'est pas concret pendant la grossesse. Ils sont souvent pères au moment de la naissance, quoi. Et encore une fois, je lui ai demandé, il m'a dit non, je me suis sentie père bien après, en fait. Ah oui. Mais oui, parce que puis on le connaît pas, cet enfant qui sort, voilà. Donc une grossesse plutôt ambivalente, en fait, ce qui arrive assez souvent. Et puis voilà, à part cet épisode de la 4 mois et pas d'autres épisodes, tout le reste, nickel. Deuxième trimestre, regain d'énergie, la sciatique au 8e mois, et quand ça s'est débloqué, parce que du coup j'alternais un peu ostéo, ma sage-femme me faisait de l'acupuncture et tout. Là du coup j'étais bien, et il restait encore bien plus de 3 semaines avant l'accouchement. Moi j'étais persuadée qu'il allait naître, il était bien haut. Moi, je pensais qu'il allait naître même plus qu'à terme, parce que moi, ma mère, je suis l'aînée, elle m'a eu 3 jours après la date présumée d'accouchement. En plus, tu peux pas te tromper, un PMA, tu sais, tu connais la date présumée d'accouchement. Hein, donc, avec les... le nombre de semaines qu'on a décidé de mettre aussi, suivant les pays, c'est différent. Voilà, bon, donc on sait la date, mais le nombre de semaines que ton bébé a prévu de mettre comme temps pour être prêt, ça encore, c'est un mystère, hein, tu vois. Donc, mais en tout cas, tu sentais que c'était pas pour très très tôt, quoi. Ouais, non, c'était pour... moi, je pensais que c'était pour fin mars, donc comme du coup j'étais arrêtée... j'en ai profité pour lever le pied, parce qu'au bout d'un moment, il m'avait dit, parce qu'au 2e trimestre, je faisais un peu ma vie. Elle m'a dit non, tu vas te calmer quand même.
Et du coup, j'en ai profité pour préparer à fond le postpartum. Donc, j'ai lu tout ce qu'il y a à savoir sur le mois d'or. Dès que je cuisinais un petit peu plus, je congelais. Voilà, j'ai pu du coup lui acheter un petit vestiaire de seconde main. Bon, après, j'ai dû tout racheter parce que moi, je croyais qu'à 3 mois, il mettait du 3 mois. Voilà, donc la saison n'allait plus. Sur l'allaitement aussi, donc du coup je me suis vachement renseignée parce que c'était très important pour moi d'allaiter. D'avoir l'information. Ouais. Toujours. Et du coup, je suis arrivée, je savais plus de choses que certaines à la clinique sur l'allaitement. J'étais nickel. J'avais mes petites crèmes, mes coquillages, tout ce qu'il fallait, mes tisanes. J'avais pris, j'ai pris une valise pour la maternité. J'avais ma bouilloire pour mes tisanes. J'avais pris mon coussin. Bref. Et... Alors, on revient en arrière. Ouais. Comment s'en vient l'accouchement du coup ? Tu me dis, c'était pas du tout en avance, donc du coup, ça se passe... Du coup, ça se passe que quelques semaines avant, je vais boire le café, je vais boire le thé chez des copines, et elle me parle, on parle d'accouchement, elle avait eu 2 enfants et tout, et elle me dit, qu'elle est passionnée de périnatalité et tout, et elle me dit, t'as prévu un accouchement ? Je fais rien du tout, moi il sort et qu'on aille bien tous les deux, moi c'est ça mon plan d'accouchement. J'envoyais des plans d'accouchement sur Instagram et tout, je fais non, moi j'ai vraiment... Et elle me prête le livre que tu as là, de Maïté Trélan, j'accouche bientôt, que faire de la douleur, qui a été une révélation pour moi. Et j'ai fini le livre et je me dis, en fait mon corps il est capable. Et le fait aussi que je fasse beaucoup de yoga, que je médite beaucoup, j'avais quand même cette connexion au corps qui était importante au niveau quand on bossait les respirations avec la sage-femme. Tu sais l'écouter, tu sais faire avec. Ouais. Elle me disait que j'étais impressionnante au niveau des respirations, donc je me disais... Et puis, je faisais... à l'époque, avant la grossesse, je faisais beaucoup de sport, donc j'avais ce mental un peu, tu vois, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais c'était pas en mode, c'était pourquoi pas. Et 3 semaines avant la date présumée d'accouchement, le matin même, c'était un dimanche, on reçoit des copains pour le brunch, alors je fais des pancakes, je fais des muffins, je m'affaire, nanana. Le soir, Pierre était de garde, parce que mon chéri, en plus, son travail est pompier volontaire, et c'était sa dernière garde. Après, il en avait plus pris, justement, au cas où que j'accouche. Et le soir, je trouve pas le sommeil, j'étais agitée et tout, donc je regarde des films, et à minuit, j'étais en train de regarder un film, et d'un coup, je sens que je suis mouillée. Et je me dis, putain, je me suis encore pissée dessus, parce que vers la fin, j'étais plus très étanche. Et je me lève, et j'avais mis une protection périodique. Et là, je vois que le liquide est rose. Et là, tu sais, c'est pareil. Tu regardes le truc, tu fais, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est pas possible. Si, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça. En plus, surtout que moi, je m'attendais à un splotch. Ouais. Alors que c'était juste, voilà. Je fais non, Pauline, c'est ça. C'est ça. Donc, et sans contraction. Sans contraction. En fait, j'en avais, mais je les sentais pas. D'accord, ouais. Et 2 jours avant, j'avais fait le ménage à fond dans la maison. J'avais une pote qui m'avait dit, là, tu nidifies, meuf, tu vas accoucher. Je lui dis, mais non, c'est dans 3 semaines, tout. J'ai un autre ami qui fait, on n'y croit pas, qui a des rêves un peu prémonitoires, qui m'a dit, j'ai rêvé que t'accouchais. Je dis, mais non, c'est dans 3 semaines et tout. Je dis, non, mais en fait, meuf, à tout moment, c'est maintenant. Et puis, donc, tu sais, bonne élève. Bon, la sage-femme, elle a dit, là, il faut aller dans l'heure, faut se présenter dans l'heure à la clinique. Bon. Ouch. Du coup, j'appelle mon mec, il était minuit, j'entends « Allô ?» Je fais « J'ai perdu les os, là, faut que tu viennes. » « Ok, j'arrive et tout. » Donc, il se fait remplacer en 15 minutes, il est à la maison. Moi, j'avais bouclé la valise, je l'attendais devant la maison. L'autre on content, il arrive, il me dit « Attends, je prends mon gel, je veux être beau pour mon fils. » J'étais là, bon. Le chien était surexcité parce que du coup... On avait prévenu, j'avais préparé toutes ces affaires parce qu'il était convenu avec ma belle-mère qu'elle récupère le chien pour s'occuper de lui pendant qu'on serait à maternité. Lui, il pensait qu'on partait en voyage, quoi. Donc, non, toi, tu restes là, on appellera mamie demain matin. Pas maintenant, il est minuit. Et donc, on arrive et donc, on est accueillis, du coup, tout de suite. C'est une clinique privée dans laquelle travaille ma gynéco, donc je voulais accoucher là. Et donc là, la sage-femme, je me rappellerai toute ma vie, qui s'appelle Marie, me dit, elle m'ausculte et tout. Et puis alors,
elle a été toujours... J'ai eu 3 touchés vaginaux. À chaque fois, elle m'a demandé si j'étais d'accord. À chaque fois, j'ai pas eu mal. Et donc, elle me dit, est-ce que je peux vous ausculter ? Oui, machin. Donc, elle me pose le monito. Elle me dit, bon, bah, effectivement, vous êtes dilaté à 2 et vous avez déjà des contractions. Est-ce que vous les sentez ? Je suis, des vagues douleurs de règles, mais ça va. Et là, elle me dit, quel est votre projet ? Je lui dis, j'aimerais bien essayer d'accoucher physiologiquement, mais si c'est trop long, parce que je me suis dit, quand même, premier enfant, ça peut être super long. Si ça fait trop mal, machin, on fait la péridurale. Enfin, je veux dire, je suis, on va dire, ouverte à tout. Mais j'avais quand même briefé mon mec, j'avais dit j'ai dit, toi, ton rôle, c'est mordicus, tu défends ce que je veux. Pierre, tu dis ça. Ouais. J'avais dit, si je dis que genre je vais accoucher à 4 pattes, tu leur dis, elle fait ce qu'elle veut en fait. Voilà. Et s'il avait sa petite liste avec ses granules d'homéopathie à me donner à telle heure et tout, chez toi tes missions c'est ça, et me masser le dos. Trop bien. Et remplir les papiers. Et donc elle me dit ok et tout, donc elle me dit là si ça va, je vous installe là de toute façon vous restez avec nous, je vais vous installer en chambre et selon comment c'est, soit vous revenez nous voir, parce qu'en fait il y a un couloir qui sépare la suite de couches en fait des salles d'accouchement, et sinon vous passez la nuit et puis vous prenez votre petit déjeuner demain matin et on voit ce qu'il en est. Ok. Je me couche, mais bon, je trouve pas le sommeil. Et en fait, assez rapidement, je somnole, mais assez rapidement, là, j'ai une première contraction un peu forte. Donc, je dis, ok, je prends mon téléphone, je prends mes écouteurs, je me mets des machins de méditation et tout pour un peu me détendre. Rapidement, je me lève parce que allongée, c'était pas le truc. Ton corps te dit quoi faire ? Ouais, donc je vais dans la salle de bain et je commence en pilote automatique à dodeliner des hanches, à me mettre accroupie, à me mettre sur les toilettes parce que je voulais pas faire caca en accouchant. Du coup, je me dis, il faut que je fasse caca maintenant. Donc, je vais sur les toilettes, mais en fait... Jamais dans le contrôle, hein, Pauline, jamais dans le contrôle. Jamais. Mais c'est surtout que je me sentais bien. Cette position grenouille me faisait du bien. Tellement, mais oui, c'est la position fatidique. C'est ça, et je visualisais, comme dans le bouquin, j'arrêtais pas de me répéter, je m'ouvre pour laisser passer mon bébé. Et je faisais, et dès que ça me venait, dès que je sentais les contractions, je mettais je faisais des respirations et tout pour un peu, pour gérer la douleur. Puis au bout d'un moment, ça commençait à douiller sévère. Et là, je dis à Pierre, on y retourne là. Donc je renfile, je sais plus, un peignoir, je sais plus, bref, on y va. Et là elle me dit, écoutez, vous êtes déjà à 6, alors qu'il s'est passé genre 1 heure ou 2 heures. Donc quoi, ça n'a rien à voir avec le temps, hein, la dilatation du col. Ouais, elle me dit, on peut faire la péridurale si vous voulez, moi je peux appeler la Nest et tout, mais comme vous m'avez dit que vous aimeriez accoucher physiologiquement, moi on a la salle nature qui est libre, je peux vous mettre dans l'eau. Je pensais que c'était pas possible, vu que j'avais fissuré, qu'on me mette dans l'eau. Alors déjà, je me dis, putain, dans l'eau, ça peut être pas mal et tout. Et ma fierté était là en mode, bon, d'accord, on essaye l'eau. Et donc, on y va. Elle me met dans l'eau. Effectivement, l'eau, ça fait beaucoup de bien. Par contre, ça dilate beaucoup plus vite. Alors au début ça va, je flotte, ça fait mal quand même, hein, mais est-ce que tu t'es sentie à un moment donné en souffrance? Ça fait mal, tu m'as dit, mais est-ce que à un moment donné je commençais à être shootée, tu sais, je commençais à être donc j'étais shootée dans mon bain shootée par ton propre corps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pierre il me disait, tu veux les granules? J'étais là, quoi? Quelle granule, de quoi tu me parles? Donc j'étais là, je flottais, j'étais dans mon lumière tamisée. T'étais droguée par ton propre corps. Mais c'est ça qui est formidable. C'est que et puis je crois que c'est vraiment le truc d'accepter la douleur. Tu vois, c'est comme quand tu fais une posture de yoga qui est pas confortable. En fait, c'est de vivre le truc et d'accepter. Ouais, ok, j'ai mal, mais je gère en fait. Et c'était ça. Et par contre, après, j'ai plus géré du tout. Et là, d'un coup, ça a commencé. Et là, c'était plus moi, c'était un animal en fait. C'est que je me suis mis à 4 pattes, à attraper la poignée, bien. À hurler entre 2 trucs. Et moi, je dis trop bien. Ouais. Mais à hurler, et là j'ai dit entre 2 respirations. Alors Pierre me disait respire, pense au bébé, bloque pas ta respiration parce qu'au début ça fait tellement mal que. Ouais. Et j'ai dit là, je veux la péridurale. Et là, t'as conscience de quelle phase c'est là? Non,
Non, là, je pensais que c'était que j'étais en... j'avais une copine qui m'avait parlé de la phase où tu renonces. De désespérance. Ouais, de désespérance, où tu prends ton sac, tu dis non, mais en fait, je veux pas accoucher aujourd'hui, je me casse, quoi. Non, j'avais pas conscience. Et en fait, elle arrive, elle me dit est-ce que je peux vous ausculter dans l'eau avec un petit sourire en coin. Je dis oui. Et là, elle passe la main, elle me dit non, mais là, en fait, vous êtes à dilatation totale, je sens la tête. Là, en fait, on va aller pousser. Ah, d'accord. Elle me dit je le sentais arriver, j'avais pris le fauteuil roulant avec moi, donc elle me dit sortez du bain comme vous pouvez. Oui, parce qu'ils laissent toujours pas naître dans l'eau les enfants en structure. Mais... Non, et je sais pas s'ils étaient... voilà. Non, c'est toujours pas possible aujourd'hui. C'est pas possible. Donc du coup, je sors de l'eau, je me mets sur la chaise roulante, elle me met un drap, et je me rappelle me dire « On s'en fout, on y va !» Elle me dit « Non, mais on va pas traverser le couloir nu, madame, quand même, si vous allez attraper froid. » Donc on roule, Pierre il attrape le sac à dos. C'est ça le problème de changement de pièce, mais c'est fou, ouais. Pourquoi Ouais, mais après on arrive dans la salle qui était prête, je me vois me lever, enlever le drap et donc et monter sur la table d'accouchement. Je me sentais bien en position gynéco, donc enfin c'était pas non plus, enfin tu vois, je me sentais bien, je me suis mis comme ça m'allait. Tout le monde se présente. Je suis une telle, je suis là pour vous, je suis une telle, je suis là pour vous. Donc je me sentais vraiment entourée. Que des nanas, bon, à part le papa, quoi. Enfin, le futur papa. Et là, je commence à pousser et ça a duré, en 20 minutes, il était là, quoi. Donc au début, je pousse pas bien, je bloque dans la gorge. Elle me dit non, repoussez. Elle me dit oubliez ce qu'on vous a dit en cours, écoutez-vous. Ouais. Et là, effectivement, bon, alors, parce que t'as senti que ton corps le faisait de lui-même pendant les contractions, que c'était plus des contractions genre comme ça, tu vois, des contractions où tu pousses. Ouais, mais au début, j'étais en mode disciplinée, on me dit de pousser, je pousse et tout. Vers la fin, elles m'ont dit si vous voulez pousser, allez-y, écoutez-vous. Et en plus, alors, à un moment, tu te retiens et tu le sens bien, la tête là, ça brûle, le cercle de feu. Elle te dit vous voulez toucher les cheveux et j'ai dit non, là je veux qu'il sorte et tout. C'est-moi tranquille. Allez, elle me regarde, elle me dit si vous faites ça bien, en quelques poussées, il est là, je la regarde, j'ai fait en une poussée, il est là. Et là, je t'envoie une machine et j'ai poussé tout ce que j'avais et tellement qu'elle m'a dit stop, c'est bon, il est là. Et là, je vois sortir un nouveau-né et je regarde genre. On était en train de faire ça, enfin tu sais, j'étais complètement à l'ouest quoi, et je le vois avec tout fin, avec son crâne en fusée et son petit nez en patate qu'on avait vu à l'échographie, et elle me le pose, donc là c'est l'émotion et tout. Après rapidement on te l'enlève pour faire les premiers soins et tout, il reste à côté, j'ai dit à Pierre, va avec notre fils, pour que tu le lâches pas d'une semelle. Tout va bien, donc en fait très rapidement il installe en peau à peau avec Pierre et moi du coup donc moi elle me dit poussez encore doucement pour le placenta, il sort tout de suite, je la vois qu'il inspecte, elle me dit c'est bon il est intact, j'ai dit yes. Et par contre après moment un peu moins cool, l'obstétricien arrive pour me recoudre parce que du coup elle me dit il y aura 2 points à faire. Je dis mais je me suis déchirée naturellement, vous m'avez pas fait d'épisio et tout. Elle me dit non vous êtes déchirée naturellement, ok. Et entre un mec d'un certain âge qui met des gants, pas bonjour, pas machin. Alors j'ai rien fait. Bonjour, c'est vous qui allez me recoudre, c'est ça? Elle me dit oui, je suis l'obstétricien et tout. Je suis en fait. Tu vas me recoudre dans mon intimité, s'il te plaît, tu te présentes même pas quoi. T'as envie de lui dire, en fait, si tu lèves les yeux, il y a une personne en fait. C'est pas qu'une vulve. Ouais. Et donc il me fait une anesthésie locale du coup, mais j'ai quand même mal. Et je leur dis. Et il me dit non mais c'est normal d'avoir mal. Avec une anesthésie locale non c'est pas normal d'avoir mal. Donc je serre les dents et enfin après tout. C'est tellement sensible, je serre les dents, je m'accroche. Clair, et sur ma gauche, il y avait mon fils et mon compagnon en peau à peau, donc je les regarde en fait. Et après, donc la sage-femme me dit, je vais devoir appuyer sur votre utérus pour faire sortir le max de sang et de caillots. Et elle me dit, je suis désolée, je m'excuse d'avance, ça fait mal, mais des douleurs. C'est le pire, je crois. T'as juste envie qu'on te foute la paix en fait à ce moment-là. Bon, je garde quand même mon sens de l'humour. À un moment, je leur dis vous êtes en train de me vider comme une dinde, là, en fait. Donc, tout le monde rigole. Ça fait un mal de chien. Ça fait un mal. T'as juste envie qu'on... Et au bout d'un moment, elle me dit, c'est bon, on a fini.
Elle me passe de l'eau, elle me nettoie, là, ça fait du bien de sentir le froid, mais t'as qu'une envie, c'est qu'on te foute la paix, quoi. Je lui demande quand même si j'ai fait caca, elle regarde, elle me dit non. Et après, ils se retirent tous tout doucement en me disant plus tard, 5 heures, parce qu'en tout, j'ai perdu les œufs à minuit et demi, à 5h30, il était là, quoi. Il dit, vous êtes faite pour accoucher? Non, mais je ferai pas ça tous les 4 matins, par contre. Donc, il se retire et il nous laisse seuls, enfin. On me pose le petit. On me demande d'attendre pour l'allaiter. Là, c'est pareil, je comprends pas. Disciplinée, je les écoute, mais avec le recul, je me dis, j'aurais tellement dû m'écouter moi, parce qu'en plus, il était en réflexe de fouissement, quoi. Donc, alors, il s'est écoulé que quelques minutes, mais moi, j'ai l'impression que c'était une éternité. Je suis non, par contre, il veut téter. Et donc, il y en a une qui arrive et qui me dit, je suis formée pour... est-ce que vous voulez que je vous aide à le mettre au sein? Je dis, oui, je veux bien. Et donc, elle m'aide à le mettre au sein. Et là, crac. Ça fait un petit peu mal au début. Tu t'es fou. Quand il claque, là, quand il te serre, la première fois, t'es là, bon, c'était pas... Et là, c'est bon. Ils partent enfin. Et là, on reste, je pense, une bonne heure. Et là, en fait, je ne me rappelle pas, parce que là, le temps est suspendu. Là, on est vraiment entre nous. Là, c'est ce moment-là où tu ressens ce sentiment de fierté, de souveraineté. Ouais, et puis de plénitude. Et ça y est, voilà, la famille, elle est là. En plus, j'étais dans un état second, mais j'ai entendu toutes les paroles d'amour que mon chéri m'avait dit pendant que je poussais comme une furieuse. Et d'ailleurs, quand il est né, il m'a dit grâce à toi, on est une famille, quoi. Grâce à toi, on est parents. Et donc, ah non, mais il m'a vue comme une déesse, lui aussi. C'était vraiment, j'étais sa déesse, quoi. C'était. Mais en fait, toutes les femmes à l'accouchement devraient ressembler à ça. Ouais. Déesse de puissance, de waouh, tu sens un être humain par ton propre corps. Ah non, mais c'était incroyable, quoi. Donc voilà. En mode sauvage, en plus, tout ce qui va bien, quoi. L'accouchement qui te réconcilie finalement avec tout ça. L'allaitement qui se passe très bien. Pour le coup, là, pour le reste, après, j'avais repris mes esprits et je me suis écoutée à fond parce qu'on m'en a dit des vertes et des pas mûres. Autant t'avais des nanas qui étaient formées, autant t'as une infirmière proche de la retraite qui me dit non mais il faut qu'il tète là, sinon vous aurez jamais votre montée de lait. Bien sûr que si, en fait, toutes les femmes, même celles qui ne veulent pas allaiter au sein, ont leur montée de lait. C'est vrai. Mais bon, après, surtout pour le bébé aussi, et bon, pour la montée de lait aussi, mais bon, de toute façon, t'étais largement informée, tu savais ce que tu faisais, et t'étais pas en quête d'informations surtout. C'est ça, en fait, c'est te dire absolument ce que tu dois faire alors que t'as rien demandé. C'est ça le problème, en fait. Je savais. Au besoin, j'avais le numéro d'une consultante en lactation dans mon truc, dans mon téléphone. Et puis j'avais d'autres copines un peu en soutien à qui j'ai pu textoter, etc. Donc mon village était là et parce que l'infirmière qui me dit faut le réveiller en lui passant de l'eau froide sur le visage. C'est un nourrisson, comment te dire, il a un jour. Non. On peut le fouetter aussi ou comment ça se passe? Il faut pas vous pouvez faut lui pincer l'orteil comme ça il s'endort pas au sein. Alors moi j'ai fait la technique du oui et dès qu'elle a passé la porte, j'ai regardé Pierre, elle est à la masse complet, jamais. Des fois, on peut dire chatouiller dessous le pied, gratouiller, tu vois. Mais... pincer. Ok, d'accord. Donc voilà, la naissance. Donc ce sentiment-là, c'est ce que tu as ressenti, les émotions, tout ça, c'est lié à quoi, à ton avis? À quel facteur au niveau de l'accouchement? Qu'est-ce qui a permis que tu te sentes, toi, fière, puissante, tout ce que tu m'as dit? Déjà, le fait que je sois en complète connexion avec mon corps et l'équipe qui m'a encadrée y a fait beaucoup parce qu'ils ont été, pas l'obstétricien, mais la sage-femme et le soutien émotionnel que tu as reçu. Elles ont été, elles ont respecté mes choix. C'est ça, il y a été du respect. Tout le long, il y a eu du respect, que ce soit dans mes choix, que ça soit dans le consentement, dans les encouragements, ça y fait énormément. C'est les principales causes, les principaux facteurs qui font que les femmes sont satisfaites de leur accouchement. La réussite du projet de naissance, c'est ce qu'elles s'étaient fixé, ce qu'elles avaient pour objectif. Et puis le soutien.
la quantité de soutien. Tu me dis, ouais, un tel, il s'est présenté, un tel. On peut se dire que, tiens, on imagine plein de monde. Mais en fait, toi, c'était OK parce qu'en fait, tu as senti qu'ils étaient bienveillants et qu'ils te portaient. C'est ça? Plein de monde, au final, elles étaient 3. Ah ouais, tu vois, et plus ton conjoint, donc ça faisait 4 personnes. 4 mais pour toi, c'était juste, tu vois, parce que des fois, on se dit, s'il y a plein de personnes et tout. Mais en fait, la quantité de soutien, des fois, c'est vraiment ce que retiennent les femmes pendant l'accouchement et ce qui provoque une satisfaction. Ouais, parce que finalement, il y a mon compagnon qui était à ma gauche et il y en avait une qui était à ma droite, en fait, qui m'a aussi tenu la main. Et finalement, il y avait... la sage-femme était en face de moi et il y avait l'autre personne qui l'aidait. Je ne me rappelle plus sa fonction. Ouais. Mais voilà, je dirais après... non, moi, c'était... on est tellement... moi, j'étais tellement habituée aux naissances conventionnelles qu'en fait, 4 personnes dans une pièce avec mon compagnon, ça me choquait pas. Ça me choquait pas et ça m'allait. C'était pas non plus des gros néons, la lumière était tamisée. T'as quand même. C'est ça. T'avais créé une ambiance. Il y avait une ambiance qui a fait que tout était réuni pour que tu puisses enfanter librement, que t'aies pas d'entrave aussi. Ouais. Trop chouette. Le postpartum, comment ça se passe? Le postpartum, c'est un peu... c'est un tsunami, voilà. Moi, l'image du postpartum, c'est le tsunami, c'est le truc de Pauline dans le contrôle, elle va apprendre que c'est pas possible. Qu'il n'y a rien de plus imprévisible qu'un enfant. Moi, je suis convaincue que rien n'arrive par hasard et que les âmes qui nous choisissent sont là aussi pour nous enseigner quelque chose. Et mon fils m'a dit je vais t'apprendre à lâcher prise. C'est ça, ils mettent le doigt là où, où ça te gratte, mais vraiment, ça gratte. Le postpartum, à la fois j'en ai des souvenirs, enfin c'est l'alternance entre sueur et limbe. C'est une autrice féministe qui a dit ça une fois. Voilà, t'as des moments très doux, très cocon. Moi, je me souviens de sieste tous les 3. Et le fait aussi que c'était un enfant qui avait un fort besoin de contact et de portage. Tu vois, t'as toujours ce souvenir un peu cocon, un peu de bébé koala. Et en même temps, il a fait beaucoup... Enfin, il y a eu une grosse période... Enfin, il y a eu quasiment un mois où tous les soirs, c'était 4 heures de pleurs de décharge. Donc, nerveusement, c'était compliqué. L'allaitement s'est mis en place bien, mais après, j'ai eu un réflexe d'éjection fort. Et puis, lui, du coup, il a eu aussi un reflux gastro-œsophagien. Donc, c'était pas le postpartum fluide que je m'étais imaginé. Je pensais allaiter je sais pas 2-3 mois et en fait l'allaitement le réflexe d'éjection fort il a commencé à composer avec et son reflux s'est arrêté quand il a eu 10 semaines et là c'est enfin devenu fluide l'allaitement et même le postpartum en général a commencé à être un peu plus fluide et je dis non mais je suis en congé parental jusqu'à ce qu'il ait 6 mois. En fait, je continue de l'allaiter parce que c'est enfin facile. C'est ce que je cherchais dans l'allaitement. Ouais. Après, j'en ai des super souvenirs, hein, même si tu vois aussi la fatigue, les réveils nocturnes, les tout ça. Mais après, c'est des moments... quand j'ai décidé... C'est moi qui ai décidé de le sevrer. J'ai quand même fait une mini-dépression. Pendant quelques jours, je faisais que pleurer, quoi. Mais après, voilà, c'était mon choix et je regrette pas de l'avoir fait à ce moment-là. Mais ouais, ça a été... en fait, c'est enfin devenu plus fluide le postpartum quand j'ai compris que fallait que j'arrête de tout vouloir maîtriser et de prévoir mes journées. En fait, c'est des deux... Est-ce que tu te crées tes propres contraintes, du coup, en voulant maîtriser, tu te crées des contraintes? T'en as un petit peu des contraintes parce que tu vas avoir... il est né avec les pieds rentrés à l'intérieur, du coup on avait 2 séances de kiné. T'avais des rendez-vous, c'est souvent des enchaînements de rendez-vous. Tu vois, à partir de 6 semaines, j'avais la rééducation du périnée. Donc c'était rythmé, t'avais des rendez-vous. Donc après, ça te crée quand même une routine, quoi. Mais à partir du moment où je me suis dit, tu prends ce qui arrive, point. Et que j'ai aussi compris que mon fils avait besoin de sommeil plus, et que... qu'il était un peu compliqué à endormir. Il luttait pour pas s'endormir. Oh là là. Est-ce que on peut imaginer que il luttait pour t'expliquer à quel point il était en vie?
C'est possible, ouais, dire coucou, bon, je suis là, mais je suis bien là. Aussi, ouais, je suis bien là. Il avait du mal à lâcher lui aussi, mais il fallait le bercer pendant en moyenne 45 minutes. Avec les bruits blancs. Donc moi je mettais en portage sur le gros ballon, là, le Swiss ball, et c'était toujours le même bruit blanc, donc la cascade, d'un moment j'en pouvais plus, ce cascade, et du ballon aussi, et il y avait que comme ça qu'il s'endormait, et par contre fallait pas le poser, il dormait la nuit, oui, mais sinon il dormait en écharpe, quoi. Le fait qu'il ait ce reflux, il était bien aussi à la verticale, et le petit ventre au chaud, hein, finalement, donc du coup, je me dis, je vais dormir moi aussi, en fait. Hein, donc voilà. Du coup, Ok. Un postpartum tumultueux. Ouais. Mais je regrette pas. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la grossesse et ou la naissance sur le postpartum derrière ? En général, pas forcément sur toi, mais aussi sur toi. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un lien, que ça peut créer un postpartum différent en fonction de comment s'est passée la grossesse, comment s'est passée la naissance ? Ah oui, je pense qu'il y a je veux dire, oui, c'est sûr. Enfin, tout est lié, la façon dont le bébé est né, la façon dont s'est passée la grossesse. Oui, c'est sûr. Après... moi, faire le lien de cause à effet pour mon propre cas, j'ai peut-être pas encore assez de discernement de recul pour le faire, même si ça fait 2 ans et demi. Mais oui, bien sûr, la façon dont ils naissent et tout. Et pourtant, je me suis dit, je me suis voilé la face, je me suis dit non, mais je fais plein de trucs pour prendre soin de moi pendant la grossesse, ça sera un bébé détendu. Non, mais tu n'es pas détendu de base, donc comment tu veux que ton fils soit détendu ? Enfin, voilà, c'est... Et ouais, on peut s'auto-leurrer, mais à l'intérieur... Merci Pauline, infiniment pour ce récit que je n'avais pas eu en entier. Enfin, j'avais des petites histoires, mais... Donc c'était super. Ouais, merci à toi pour cet espace, et j'espère que ça pourra... Ça servira, c'est sûr. C'est sûr. Merci. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse, où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.